C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par le groupe S3 par l'intermédiaire du cabinet RIL, spécialiste du recrutement et du consulting dans le domaine du life science. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un des sujets du moment, à savoir l'évolution des compétences recherchées dans le secteur du dispositif médical, les métiers en tension ainsi que les impacts RH et organisationnels que cela implique. Donc, comme d'habitude, le but est qu'il y ait un maximum d'interactivité avec vous. Donc, même si nous ne pouvons pas vous entendre, sachez que vous trouverez dans le menu de Zoom, en bas à gauche, un petit espace Q&A vous permettant de nous poser vos questions auxquelles nous répondrons par la suite. D'autre part, il y aura durant cette session toute une série de petits sondages nous permettant également de recueillir vos points de vue respectifs et de rebondir par rapport à vos réponses. Avant toute chose, petite présentation. Donc, je m'appelle Thomas Fischer, je travaille pour le cabinet RIL depuis maintenant un peu plus de 2 ans et je suis spécialisé dans le recrutement de cadres en middle et top management sur les différents sites de production, qu'ils soient pharmaceutiques, chimiques ou cosmétiques. La petite nouveauté organisationnelle du jour, c'est que je serai accompagné de mon collègue Antoine, qui est notre expert DM au sein de notre cabinet et avec qui je suis ravi de pouvoir co-animer ce webinaire. C'est donc vers lui que je me tourne pour poursuivre ce petit tour de table virtuel. Oui, donc merci beaucoup Thomas, bonjour à tous. Je vais évidemment me présenter avant de présenter les différents intervenants du jour. Donc moi j'ai rejoint le cabinet Real Staffing en fin 2015, il y a maintenant 5 ans, avec un but assez simple, ouvrir en fait une offre consulting et prestations dans cette fameuse industrie du DM qui n'était pas vraiment présente chez nous puisque nous étions très axés pharma depuis en gros 2010-2011 sur la France. Nous avons ensuite ouvert un certain nombre d'activités, en particulier le recrutement d'experts dans les domaines réglementaires, qualité, clinique, sales et production. Et évidemment, on a vu cette industrie a évolué très très rapidement ces 5 dernières années, évidemment avec le nouveau règlement, mais aussi d'un point de vue structurel, d'un point de vue RH, normatif, réglementaire. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire intervenir nos 5 experts du jour, qui seront évidemment les plus légitimes pour nous donner leur avis sur la question. Je vais maintenant leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter et on déroulera ensuite le webinaire jusqu'à 14h. Voilà. Merci à tous d'être présents. Je laisse la parole à Anne pour qu'elle puisse se présenter. Vous êtes en mute, Anne. Sophie, peut-être que vous pouvez commencer, on enchaînera avec Anne, c'est pas grave. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Citores, je suis la DRH d'une structure qui s'appelle Lyra Eurotechnica et qui est spécialisée dans la fabrication et la distribution d'implants dentaires. J'ai un parcours d'un peu plus de 20 ans en ressources humaines dans le service et dans l'industrie, sur Paris et en région Rhône-Alpes. Voilà. Parfait. Anne, vous avez récupéré la parole. Oui, merci. Allez-y. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis RRH chez Laboratoire Vivassi. Nous sommes implantés donc à la frontière suisse et nous commercialisons et fabriquons donc un dispositif médical à base d'acide hyaluronique injectable. Donc, nous sommes une toute jeune entreprise, une PME qui a moins de 15 ans d'ancienneté. Et je suis moi-même issue donc du contrôle de gestion que j'ai exercé pendant plus de 20 ans et plus spécialisée en RH depuis 2 ans sur le management de cette fonction avec 2 autres collaboratrices. Voilà, mais bonne journée. Merci Anne. Farid, on va vous donner la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord l'équipe de Real et l'organisateur pour l'invitation à ce webinaire. Alors, je m'appelle Farid Benabdallah, je suis conseiller pour les industries de santé, conseiller scientifique. Je travaille en fait dans ces industries depuis 27 ans, dont 10 ans en développement clinique dans des sociétés de recherche clinique sous contrat, ce qu'on appelle les CRO. Puis 17 ans dans les industries de santé. J'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique, puis dans le dispositif médical depuis un peu moins de 10 ans. Alors, je suis médecin de formation, je suis chirurgien généraliste et digestif.
Je suis formé aux études cliniques, à la réglementation et à la santé publique plus globalement. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'évoluer à des postes évolutifs dans des maisons de différentes tailles jusqu'à des postes de direction médicale, au niveau des affaires médicales et au niveau du développement des produits de santé avant et après leur mise sur le marché. Parfait, merci Farid. Hervé, peut-être? Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre invitation et toute l'organisation qui a précédé ce webinaire et en cours. Je suis aujourd'hui directeur des ventes France pour la société Phenox. Phenox est une société allemande spécialisée dans le domaine du neurovasculaire. Nous sommes à peu près partout sur le globe, à part quelques pays très lointains de l'Europe. Et mon parcours professionnel, c'est plus de 30 ans dans le domaine de la vente, à différents niveaux de responsabilité, dans des sociétés telles que Baxter, Guidant, Saint-Jude Médical et aujourd'hui neurovasculaire, donc cardiologie interventionnelle, bloc opératoire, et plutôt connotation depuis une quinzaine d'années dans le DMI spécifiquement. Parfait. Et on va finir avec Arnaud. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis Arnaud Aubry, je suis personne chargée de veiller au respect de la réglementation au sein de la société Inotera. J'ai un parcours qui a commencé au niveau de l'inspection des dispositifs médicaux auprès de la NSM, et puis après j'ai voyagé au travers de plusieurs structures, de petites, moyennes et grandes structures, et tout type de classes. Très bien, merci à vous cinq. Donc, avant de vous laisser la parole et de vous poser un certain nombre de questions, on va dérouler un petit peu le plan pour aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, Hervé, Farid et Arnaud vont nous donner un peu leurs avis sur le contexte actuel du DM, en particulier sur le nouveau règlement. C'est eux qui sont le plus à même de le faire puisqu'ils sont sur le terrain quotidiennement. Ensuite, on va se demander quels sont les impacts RH de toutes ces modifications récentes, et on terminera par finalement l'avis de nos experts, leurs recommandations, leurs préconisations pour fluidifier, améliorer un peu tout ça dans notre industrie. Si on a quelques minutes, on vous laissera la parole pour les différentes questions que pourront poser les gens, et c'est Thomas qui pourra gérer ça, on va dire. Je laisse la parole à Thomas pour le premier sondage, en fait, qui va nous permettre de lancer un peu cette introduction. Tout à fait, donc interactivité oblige. Vous allez avoir apparaître en pop-up donc notre premier sondage, donc le voici. Donc selon vous, quelle est la part des PME dans les entreprises du dispositif médical aujourd'hui en France? Donc est-ce que c'est à hauteur de 43%, 76% ou 93%? Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes le temps de répondre. Je vois une tendance qui se dessine, qui s'accélère. D'accord, allez, encore 5 secondes. D'accord, donc on va s'arrêter là. Donc voici ce qu'il en est. Donc vous êtes 51% à estimer qu'il y a 76, que les entreprises du dispositif médical, c'est 76% de PME. Eh bien, sachez que la réponse, c'est 93%, justement. Donc on va commenter ce résultat. Je laisse donc la parole à nos intervenants. Antoine, si tu veux commencer par la première question. Donc, il y a évidemment énormément de PME sur la France, sur le dispositif médical, 1500 entreprises, et on va se demander avec nos experts un peu quels sont les impacts pour ces entreprises du nouveau règlement. Donc, Farid, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces différentes modifications apportées récemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les impacts principaux, on va dire? En effet, alors on sait que vous savez tous que le domaine du dispositif médical connaît une véritable mutation depuis quelques années, avec d'abord l'accroissement de l'innovation, avec l'arrivée de nouveaux matériaux ces 10 dernières années, l'apport de l'électronique, le digital de plus en plus, la robotisation, notamment dans les techniques de chirurgie ou de diagnostic, et l'intelligence artificielle qui se développe à grande vitesse dans le monde et en France. Mais plus particulièrement avec la mise en place du nouveau règlement européen sur le dispositif médical qui sera effectif
le 26 mai 2021. En fait, il s'agit de deux règlements européens, le numéro 2017-745 et le 2017-746. Le premier porte sur le dispositif médical pour le sujet humain et le second sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ce qu'on appelle le DM-DIV. Les textes ont été publiés le 5 mai 2017 et sont entrés en vigueur le 26 mai 2017. Leur mise en application est obligatoire et prévue respectivement pour le 26 mai 2021 pour le DM, en raison de la crise sanitaire, comme vous le savez tous, ça a été différé d'1 an, et le 26 mai 2022, n'oublions pas, pour le diagnostic in vitro. Alors, ce nouveau règlement renforce les exigences sur le plan réglementaire et clinique de mise sur le marché et tout au long du cycle de vie du dispositif médical, pour lequel les entreprises se sont organisées en conséquence ces 2 dernières années, mais encore plus ces dernières années, avec des fonctions appropriées. On va en parler. L'émergence de nouvelles responsabilités, qui vont d'ailleurs être discutées pendant ce webinaire sur les différents corps de métier. Les métiers évoluent. Ils évoluent à grande vitesse, les métiers existants, mais de nouvelles fonctions apparaissent dans les organisations d'entreprise et par conséquent, il y va de la recherche de nouvelles compétences dont les experts vont nous présenter dans un moment. Voilà ce qui est de mon aperçu à mon niveau. Merci beaucoup Farid. Thomas, tu vas peut-être pouvoir lancer le deuxième sondage qui va nous donner encore plus de contextualisation. Tout à fait. Donc, la deuxième question est la suivante. Alors, toujours selon vous, donc, combien d'emplois supplémentaires le secteur du DM a-t-il généré depuis 2016? Emplois supplémentaires au pluriel, bien évidemment. Voilà, on vous laisse encore quelques petites secondes. Donc, une tendance se dessine, donc c'est 59%. Alors, je vois qu'il y a apparemment eu un souci au niveau des questions, et je m'en excuse parce que, si vous voulez, les 3 propositions, c'était est-ce que c'est 2000 postes, 5000 postes ou 8000 postes? Désolé pour ce couac, et la réponse était 5000 postes. Alors, je pense qu'il y a eu un mélange question-réponse. Autant pour nous. Donc oui, aujourd'hui, donc c'est 5000 emplois en plus sur 4 ans. Donc c'est un chiffre qu'on va commenter, qu'on va tout de suite commenter ensemble avec nos experts. 100 000 postes, c'est beaucoup et c'est surtout lié au nouveau règlement. J'aimerais demander maintenant à Hervé et à Arnaud leur avis un petit peu sur l'évolution qu'ils ont vécue, eux, depuis 5, 10, voire plus dans cette industrie. Comment est-ce que vous jugez cette évolution et comment est-ce que vous pourriez la comparer à l'industrie de la pharma? Où est-ce qu'on en est et globalement, quel est votre avis là-dessus? Hervé, je te laisse commencer. Ok. Alors, les principales modifications en fait, qui sont apportées dans le nouveau règlement, vu du vendeur, donc si on peut penser qu'on est assez loin du process, en fait, vous verrez qu'on ne l'est pas du tout. On pensait au début que c'était des choses qui n'étaient pas pour nous. Elles rejaillissent sur nous complètement. Au départ, en fait, ça vient d'un renforcement de la sécurité du patient. C'est fait pour que le patient puisse bénéficier des meilleurs soins, des meilleurs dispositifs, mais en toute sécurité. Et la seconde chose que nous le voyons, c'est la transparence complète des process de fabrication, de suivi, des contrôles, jusqu'à la délivrance du dispositif en salle ou dans les salles de soins ou bloc opératoire, à l'hôpital ou dans les cliniques. Alors, ce sont des changements qui sont opérés en profondeur de tous les process, et même si ça part de très loin au plus profond de l'entreprise, donc la R&D, la production et la qualité, principalement, donc en passant par le réglementaire, eh bien, on voit aujourd'hui que ça arrive au niveau de la vente, donc jusqu'à nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va jusqu'à un prolongement vis-à-vis du client. Quand nous le rencontrons, nous discutons avec lui, il souhaite comprendre
et avoir des informations sur ce qui est en train de se passer et les répercussions pour lui, d'une part, pour son service, mais qu'est-ce que ça engendre pour nous. Donc, on est tenu, nous, de comprendre ces enjeux-là, de ces modifications. La seconde chose que je voudrais préciser, ça concerne les conséquences organisationnelles. Farid l'a expliqué, et vous l'avez dit dans votre question, 5000 emplois, c'est beaucoup, et on voit bien que les entreprises, puisque c'est obligatoire, sont tenues de s'adapter à ce nouveau règlement, donc de le mettre en œuvre dans les délais impartis pour pouvoir continuer à vendre leurs dispositifs et les mettre sur le marché. Et donc, pour ça, s'adapter, ça demande à se structurer. Donc, faire venir des nouvelles personnes dans l'entreprise, des nouvelles compétences qui n'étaient pas forcément présentes jusqu'à présent dans notre domaine du dispositif médical. Et bien sûr, tous les acteurs de l'entreprise, de près ou de loin, sont impactés par cette nouvelle réglementation. Je voudrais dire également que ça va demander plus de ressources, mais même si 93% des entreprises sont des PME, il y a aussi des grands groupes. Toutes les sociétés ne sont pas égales face à cette mise en place de cette nouvelle réglementation. Et le surcoût que ça engendre pour des PME, donc 93%, va être colossal. Et je rejoins une interview de la semaine dernière, je pense que c'est la semaine dernière, du président du SNITEM, qui indiquait son étonnement en fait, du projet de loi de finances sur l'innovation et le développement et les économies en fait, à réaliser dans le domaine du dispositif médical, malgré une crise de Covid qui a malmené en fait, tout le secteur. On l'a vu avec les masques ou tous les objets de prévention ou de protection. Eh bien, il risque d'y avoir un effet ciseau puisqu'on demande, en fait, il notifiait qu'il y avait 150 millions d'euros qui étaient demandés sur les DMI, c'est-à-dire les dispositifs médicaux implantables qui sont pris en charge par la Sécurité sociale en LPP ou en intra-GHS. Et en parallèle, eh bien, il y a cette nouvelle réglementation qui est mise en place avec des surcoûts humains, des moyens qui sont à mettre en œuvre qui sont importants. Donc, juste préciser que ça risque d'être un peu compliqué puisque d'un côté, c'est obligatoire, les deux aspects sont obligatoires, économie et plus de moyens demandés à l'industrie pour faire face aux nouvelles exigences réglementaires. Merci Hervé. Arnaud, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, alors j'appartiens à une société, Inotera, qui fabrique à la fois des médicaments et des dispositifs médicaux. Clairement, la partie médicaments avait la part belle au niveau de la société depuis quelques années, puisque voilà, la réglementation était forte, le cadre réglementaire était fort, et les dispositifs médicaux avaient un cadre beaucoup plus lâche que ce que l'on peut voir maintenant avec la mise en place du règlement. Ça a étonné beaucoup de personnes au niveau de la société, beaucoup de pharmaciens notamment, de voir que ce niveau, en fait, maintenant devenait pour certains sujets égaux, voire même sur d'autres plus importants que le côté médicaments. Et ça a intrigué, et voire même intéressé certains pharmaciens, à tel point en fait, qu'ils sont aussi, ils ont souhaité, on va dire, se diriger plus vers la partie des dispositifs médicaux. On a vu aussi qu'avec la mise en place du règlement, on y reviendra peut-être pendant la présentation, mais il y a un certain nombre de nouveaux postes qui sont sortis. On a par exemple la PCV2R, qui est un peu l'équivalent du pharmacien responsable, mais pour les dispositifs médicaux. On a aussi des augmentations en fait, de réglementation, notamment pour les dossiers techniques, la partie clinique qui demande de plus en plus en fait, d'éléments pour améliorer du coup nos dossiers techniques. On va avoir aussi les vigilances qui demandent d'avoir de plus en plus de données, de plus en plus d'investigations. Bref, dans les dispositifs médicaux, il y a une augmentation des demandes, que ce soit d'un point de vue ressources, mais aussi d'un point de vue réglementaire, et c'est plutôt intéressant. Merci Arnaud. Peut-être que Farid, vous souhaitez ajouter un mot pour conclure sur ce contexte global de l'industrie? Oui, je voudrais reprendre en effet ce que Hervé vient de dire, qui est tout à fait vrai, cette difficulté de trouver le bon équilibre entre la recette et la dépense par rapport aux exigences du PLFSS 2021 et les réductions et les économies, bien évidemment, qui sont le souci
du gouvernement, de nos tutelles, mais aussi de la société civile, c'est évident, mais restons positifs et disons-nous que c'est un mal pour un bien, car il y va de notre sécurité, de la sécurité de nos familles, de nos enfants, en termes de sécurité du patient. C'est vrai que pendant de nombreuses années, on veut jeter pas l'opprobre à aucune société, mais dans le monde entier, il y a eu des affaires de mauvaise gestion et de la sécurité des dispositifs, notamment implantables, chez les patients, mais globalement, il faut se dire que ce renforcement de la réglementation a pour objectif d'améliorer la performance et la sécurité de dispositifs chez les patients. Je pense essentiellement aux dispositifs de classe 3 et les dispositifs implantables, sans exclure bien entendu les dispositifs de classe 2, à moindre risque entre guillemets. Mais après, c'est à nous, professionnels de la santé, à trouver le bon équilibre, trouver les bonnes compétences, car nous parlons ici des métiers du DM et des enjeux au travers de ces métiers et de ces ressources. Il s'agit de, voilà, on va en parler avec l'ensemble des experts, de la formation continue, des interfaces avec les organisations de formation, etc. Après, c'est évident, c'est notre travail. Je crois que, en tout cas, pour nous tous qui travaillons depuis de nombreuses années dans les industries, on a vu arriver ces 25 dernières années différentes réglementations, la loi Bertrand, la loi anti-cadeau, la charte de la visite médicale et qui va bientôt être applicable pour le dispositif, etc. Voilà, donc ça ne va pas être facile, ce n'est pas facile. Beaucoup d'entreprises se préparent déjà depuis 2-3 ans. Ça nous a permis, en tout cas ça a permis à beaucoup de sociétés de faire le ménage aussi. Beaucoup le comprendront, parmi la gamme de produits qui souvent étaient des produits très anciens, avec une efficacité, une performance ou un bénéfice-risque très moyen, un peu ce qu'a vécu ou ce que vit le médicament. Donc, ça permet aussi de faire le ménage de ces produits, c'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment ou on n'a pas de données cliniques pour perdurer l'utilisation du produit sur le marché, c'est-à-dire obtenir le renouvellement du marquage CE, eh bien, beaucoup de sociétés ont mis de côté et abandonné la commercialisation de ces dispositifs. Voilà, donc voilà, le maître mot, c'est gardons le cap, formons, améliorons la formation des plus jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché pour rendre effectifs et encore plus sûrs nos produits de santé. Parfait, merci beaucoup Farid. Nous allons passer à la deuxième partie de ce webinaire qui sera consacré évidemment aux enjeux des ressources humaines qui sont en première ligne. Thomas, tu vas pouvoir lancer le sondage qui se rapporte à cette partie. Tout à fait, donc en espérant, oui, cette fois-ci c'est bon, on retombe bien sur nos pattes. Donc toujours selon vous, enfin, selon une étude menée par le SNITEM, donc quel enjeu critique a été majoritairement soulevé par les sociétés de DM en France? Est-ce que ce sont les exigences réglementaires croissantes, les difficultés d'accès au marché ou un manque de financement, selon vous? Voilà, on vous laisse encore quelques petites secondes. Alors, il y a une vraie tendance qui se dessine. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, vous êtes 84% à avoir voté pour les exigences réglementaires croissantes, et c'est tout à fait ça. Donc, on peut passer aux questions de débat qui rejoignent amplement ce résultat-là aussi. Effectivement, c'est évidemment les profils réglementaires et qualité qui sont souvent les plus difficiles à trouver, hein, évidemment, et cliniques également. Et nous allons laisser la parole à Sophie sur ce sujet. En tant que RH dans ce domaine, quelles sont, depuis quelques mois, quelques années, vos principales difficultés RH? Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, en matière de recrutement, il y a effectivement deux endroits, deux services sur lesquels il y a vraiment des tensions au niveau des profils. Ce sont les services d'affaires réglementaires qualité qui sont souvent associés, je pense notamment dans les PME, puisque comme l'a dit Hervé, la PME n'est pas un grand groupe et on n'a pas non plus pléthore de profils disponibles. Et puis le secteur de la fabrication, puisque les enjeux réglementaires de fabrication sont là aussi.
Donc, il y a assez peu de disponibilité de profils sur le marché, ce qui pose forcément des problèmes, notamment en termes de timing de recrutement par rapport à ce qu'on doit mettre en place en termes d'organisation dans les entreprises. Mais ça crée aussi du coup des tensions sur les niveaux de salaire et des tensions au niveau de l'évaluation des compétences, puisqu'on n'a pas forcément d'experts in situ pour permettre d'évaluer le niveau de compétences requis des profils qui sont disponibles sur le marché. Enfin, quand il y en a qui sont disponibles, évidemment. Donc, généralement, on va chercher de l'expertise métier et parfois même au détriment de ce qu'on va appeler le package de soft skills, donc d'attitude, de comportement, etc., ce qui peut poser des problèmes d'intégration dans l'équipe. Donc, ces tensions de salaire et puis éventuellement cette recherche primeur d'expertise peut effectivement poser ce type de problème. Il va falloir mettre en place des process d'intégration, déjà de sélection et d'intégration qui soient suffisamment costauds pour qu'on limite le risque financier d'une erreur de recrutement. Si Anne veut Merci Sophie. compléter. Anne, je vous en prie, vous pouvez compléter. Oui, je peux rebondir déjà sur la dernière remarque sur le process d'intégration. Je pense qu'effectivement, dans ce nouveau monde de biotechnologie, de digitalisation, on est vraiment très férus sur la période d'intégration. Donc, on doit absolument veiller à se revisiter, se réinventer, en tout cas sur ces périodes d'intégration. Et les difficultés de recrutement que nous pouvons rencontrer, effectivement, sont en lien direct avec cette croissance du marché du dispositif médical. Donc, la périodicité d'intégration et le pilotage de cette période est vraiment très crucial dans le fait de pouvoir manager la pérennité de l'embauche. Et Anne et Sophie, comment est-ce que vous faites face justement à ces pénuries de profils très spécifiques? Qu'est-ce que vous mettez en place dans vos structures? Comment est-ce que vous gérez cette problématique? Alors déjà, au niveau du recrutement, c'est-à-dire dans la phase en amont, je pense qu'il est essentiel d'anticiper un maximum, comme dans beaucoup de domaines des ressources humaines d'ailleurs, et vraiment de préparer avec les opérationnels qui seront à même de conduire aussi ces process de recrutement, des attentes, des définitions de fonctions, de postes, on les appelle comme on veut, mais des attentes assez claires sur ce qu'on attend de la personne et sur les compétences qui sont négociables et pas négociables. Donc ça, c'est quand même essentiel. Et puis d'associer, effectivement, c'est un travail collaboratif où chacun a son mot à dire, c'est-à-dire qu'en RH, on va voir des aspects qui sont plus de l'attitude du comportement avec une hauteur, un recul que n'aura pas forcément un opérationnel qui, lui, va apporter un autre avis qui sera tout à fait complémentaire. Donc, c'est déjà important de le faire déjà dans cette phase-là. Après, chez Eurotechnica Lyra, on a renforcé notre période probatoire avec des objectifs de prise de poste, par exemple, qui sont exactement à l'image de ce qu'on peut attendre dans des entretiens annuels d'évaluation, qui doivent être très précis pour vraiment évaluer la compétence technique sur le terrain et l'intégration dans l'équipe et dans la société, parce que ce sont quand même des choses qui sont tout aussi importantes que l'expertise métier. Merci Sophie. Arnaud souhaite intervenir, je crois. Oui, je voulais juste faire part d'une expérience que j'avais pu avoir au niveau de la société, au niveau des recrutements et des difficultés qu'on a pu avoir en fait. L'une de ces difficultés, ça a été qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent avec ce règlement et parfois en fait des nouvelles compétences qui sont nécessaires. Et ça a été difficile pour nous en fait de passer ces entretiens. C'est-à-dire que les pôles ou les services qui n'avaient pas la compétence ou qui n'avaient pas les personnes nécessaires pour réaliser ces fonctions avaient la principale difficulté de passer ces entretiens et de voir des personnes qui se disaient compétents pour ces postes et qui en réalité parfois laissaient un petit peu pêcher au niveau compétences. Et donc, par exemple, moi, on m'a demandé, parce que en étant expert en fait du règlement, d'accompagner ces recrutements pour vérifier si ces personnes étaient pleinement compétentes ou pas, et si il y avait nécessité en fait de réaliser des formations particulières pour accompagner ces personnes. C'est une vraie problématique ça pour les sociétés aujourd'hui. Anne, vous rencontrez aussi ce type de problématique? Vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, alors, nous, on a justement une implantation du service RH depuis peu dans l'entreprise et donc on joue fortement cette carte de bilatéralité dans les embauches. Donc, on s'appuie énormément sur les managers, sur la partie expertise métier.
Et nous, en tant que RH, on travaille plus l'administration en amont, c'est-à-dire la vérification des diplômes et l'expérience détaillée en fait du parcours du candidat. Et on s'appuie vraiment essentiellement sur cette bifonction. Le métier s'assure en fait vraiment de la véracité des propos et de la bonne appréhension et compréhension du règlement, donc avec la hauteur de vue nécessaire, le diagnostic et la vision stratégique des éléments. Et nous, on s'assure dans le recrutement des aspects en amont. Très bien. J'aimerais demander aussi à Farid et à Hervé ce qu'ils en pensent, puisque Hervé a des choses à ajouter, je pense, d'un point de vue marketing, sales, etc. Les choses ont considérablement évolué depuis quelques années. Et puis Farid aussi, qui est responsable médical, peut être amené à donner son avis. Quelles sont, selon vous, les compétences clés actuelles et comment les évaluer? C'est la question la plus importante, il me semble. Si on reprend l'historique, alors toujours dans mon domaine de la vente, il y a 10-15 ans, mais peut-être voire un petit peu plus, on faisait une démonstration de produit et c'était de la technique pure. On présentait un produit, le client était satisfait, il l'achetait et ça commençait par là. Ensuite est arrivée la notion de négociation. Donc, de négocier avec des packages pour obtenir des parts de marché. Et ça a été une composante nouvelle au-delà du produit de la vente pure. Et ça a pris un certain nombre d'années pour que tout ça se mette en place avec différents modules de formation que des grandes sociétés de formation training font. Mais ensuite, on a vu arriver, toujours pour la fonction vente, un besoin d'augmenter et d'élever nos compétences, à savoir l'aspect clinique. L'aspect clinique, notamment dans les dispositifs de classe 3, les DMI, sont extrêmement importants et cruciaux, puisque pour obtenir un remboursement, il y a besoin de conduire des études cliniques pour prouver l'efficacité et la sécurité du dispositif. Et donc, le vendeur a été amené à comprendre ce qu'était une étude clinique et tous les éléments essentiels de l'étude clinique et ce que cela peut apporter, de maîtriser cet élément-là. Ensuite, on a implémenté aussi l'aspect marketing, puisqu'on est dans une société de plus en plus communicante, visuelle, et bien sûr, pouvoir présenter les meilleurs résultats ou des arguments techniques ou autres passe par l'image et des messages qui sont délivrés au cours de présentation. Donc voilà, le vendeur s'est vu ajouter des briques les unes sur les autres, ça commence à peser un peu lourd et sont arrivés l'aspect la qualité, l'aspect réglementaire, on est en plein dedans, mais ça a déjà démarré depuis un certain temps. Bref, aujourd'hui, je vois le commercial, le vendeur, la fonction vente avec de multiples compétences qu'il doit posséder ou développer, parce que on est tous humains et on n'a pas toutes ces compétences-là sans expérience. Donc, c'est de voir dénicher des potentiels ou des talents que l'on saura faire se développer, et ça va passer par l'accompagnement. Donc aujourd'hui, le grand challenge, c'est de pouvoir former nos équipes à ces changements d'environnement conséquents, pour les équipes en place. Et puis, les nouveaux recrutements, ça va être de définir, comme disait Arnaud, un cahier des charges ou on va dire un job description qui va faire que on va aller chercher le bon profil sans forcément avoir les compétences qu'on recherche, mais en tout cas, déjà des clés de ces compétences pour les faire évoluer une fois que nous l'avons accueilli dans l'entreprise. Et ça, c'est pour un manager que je suis, c'est certainement un des plus grands challenges dans le cadre du recrutement. C'est de dresser en fait le profil type, mais l'homme parfait n'existe pas, mais ça va être de savoir exactement ce que l'on cherche ou d'essayer ses compétences pour, une fois la personne à bord, les faire évoluer ou pousser ce qu'il maîtrise déjà. Merci Hervé. Et Farid, en conclusion sur ce thème-là, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? Oui, en effet, bon, il y a beaucoup de choses à évoquer. L'essentiel, c'est puisqu'on parle de nouveaux règlements, enfin du règlement européen sur le dispositif. Vous savez que l'essentiel de ce règlement, c'est l'évaluation clinique.
tout tourne autour de l'évaluation clinique. Et cela veut dire que les entreprises aujourd'hui, et moi j'en ai fait l'expérience et je continue, c'est de chercher des profils, de trouver des profils. Des profils, c'est quoi en pratique? Ce sont des personnes qui sont capables de mettre en place et de suivre des études cliniques qui répondent à des objectifs justement du règlement, c'est-à-dire soit pour mettre sur le marché un dispositif médical, c'est-à-dire obtenir le marquage CE, soit renouveler le marquage CE en dehors d'autres études que sont des études post-market, médico-économiques, etc. Donc, il faut trouver ces profils. Ce sont des chefs de projet, des coordinateurs d'études. Si on ne sous-traite pas ou on sous-traite une partie, on peut avoir un attaché de recherche clinique. On en parlera peut-être plus tard dans les recommandations. Mais ces profils ne sont pas évidents à trouver. Il y en a beaucoup venant de l'industrie pharmaceutique. Même si on connaît bien l'industrie pharmaceutique et les études sont les mêmes pour un médicament que pour un dispositif, puisqu'on relève de la recherche impliquant la personne humaine, je ne vais pas rentrer dans des considérations ou des recherches non impliquant la personne humaine, et c'est pareil pour le médicament et le dispositif, mais il y a des spécificités du dispositif qui sont à connaître, donc une formation spécifique s'impose pour ces profils-là. Il y a des rédacteurs médicaux dont on a beaucoup de difficultés à trouver, plus particulièrement dédiés aux documents techniques du dispositif médical, et ce n'est pas évident. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on vit aussi une véritable révolution culturelle dans le dispositif et dans les entreprises du dispositif médical, et notamment peut-être plus les PME que les grands groupes, encore que. Cela veut dire qu'il y a aussi une bonne connaissance de l'évaluation clinique qui sont à connaître de par nos collègues. Hervé vient de parler de la partie marketing-vente, surtout de la partie vente. Vous savez qu'il y a une séparation de la présentation, de la gestion des données cliniques et de la promotion. Donc attention, il y a une ligne rouge à ne pas traverser à ce niveau-là. Et il y va de la compliance et de la réglementation en France et en Europe. Tout ce qui relève de la gestion des études cliniques, et ça va de soi, bien évidemment, jusqu'à la délivrance du rapport d'études cliniques et la publication, relève des équipes cliniques. Attention, donc, à séparer de la promotion. Donc, c'est une approche qui est relativement nouvelle pour beaucoup d'entreprises du dispositif qui avaient l'habitude aussi de s'impliquer, en effet, Hervé vient de le dire, de s'impliquer dans la gestion d'études, etc., ce qui n'est plus admis aujourd'hui du fait des réglementations et de la compliance. Donc, cela signifie aussi qu'il va y avoir une révolution, une mutation dans la compréhension et la gestion des projets dans les mois et les années à venir. Ça a déjà commencé, hein, de toutes les façons, les entreprises n'ont pas attendu. Le 21 mai 2020, ou le 26 mai 2020 ou le 26 mai 2021 encore plus, on se prépare depuis déjà un certain nombre d'années, mais vous savez que sur le plan des habitudes, c'est pas évident, surtout qu'on a des équipes qui ont énormément de bouteilles et d'expérience, donc il faut changer les habitudes, et c'est aussi le rôle des managers et des RH dans ce sens. Merci beaucoup Farid. Je vois l'heure qui tourne déjà, donc on va passer aux préconisations, aux recommandations de nos différents experts. La première question qui va être posée à nos différents experts, c'est finalement quelles sont vos recommandations pour faire face à ces pénuries, à ces pénuries de compétences et de talents réglementaires, qualité et cliniques. Est-ce que vous avez des solutions d'ores et déjà en tête? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place si vous en aviez la possibilité? Voilà, on peut peut-être commencer avec Arnaud. Quelles sont vos idées sur la question? Alors, on l'a vu, il y a plusieurs choses. Déjà, on a dit qu'il y avait de plus en plus de besoins de double compétence au niveau des sociétés. On a vu aussi qu'il y avait aussi 93% de PME au niveau du dispositif médical, ce qui fait qu'il va y avoir des personnes qui vont gérer plusieurs activités au sein d'une même entreprise. Et pour ça, il faut qu'elles puissent être formées aux nouveautés du règlement. Et pour ça, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus en fait d'accompagnement qui se fait, c'est-à-dire des validations de compétences qui peuvent se faire au niveau de certaines universités, des formations qui peuvent se faire au niveau de centres de formation classiques par rapport au règlement, par rapport aux évolutions en fait des normes, etc. Et on peut voir aussi qu'il y a des évolutions en fait de DU universitaires qui peuvent être là aussi pour accompagner les personnes qui dans le cadre de reconversion ou même dans le cadre de formation tout court par rapport à des nouveaux domaines pour se lancer peut-être sur un nouveau, en expertise par exemple sur des domaines particuliers.
CDU existe. Ma recommandation déjà de 1, c'est vérifier quand même CDU, c'est-à-dire que regarder la qualité, demander la qualité des intervenants qui sont à l'intérieur de CDU, c'est important. Est-ce que le SNITEM y est? Est-ce que la NSM y est? Est-ce que des acteurs, par exemple, comme des autorités compétentes, le GEMET par exemple, interviennent au niveau de CDU? Ça, c'est important aussi pour vérifier ces bonnes formations. Et voilà, en tout cas de mon côté, c'est la recommandation. Deuxième recommandation qui est assez classique, hein, lisez le règlement. Ça peut être assez indigeste, mais c'est important aussi de pouvoir essayer de l'avoir lu au moins une fois. Merci beaucoup. On va demander un petit peu l'avis RH de Dan et Sophie sur la question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus dans cette industrie? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça soit, pour qu'on retrouve une situation un peu plus agréable pour vous, les RH et DRH? Pour notre exemple, je sais que nous, on anticipe effectivement dans le sens que Arnaud vient de citer, on participe beaucoup à la rédaction des programmes de DU pour justement s'assurer des contenus que l'on souhaiterait voir émerger. Donc, on est fortement en partenariat sur ce dispositif pour être vraiment en amont en fait, des formations qui sont attendues dans l'industrie. Ça, c'est un des premiers pôles qu'on a commencé déjà depuis plus de 2 ans. Et puis, il y a aussi peut-être la mobilité interne qui fait qu'on peut jouer sur de la transversalité de compétences pour pouvoir amener des personnes qui ne sont pas issues en fait, du DM et qui sont plutôt issues de la pharmacie et qui font des témoignages lorsque l'on est sur des formations de ce type-là, qui incitent justement les gens à sortir de leur champ pharma de base. Donc, cela sous-entend une formation continue en interne dans vos structures, si je comprends bien. Oui, c'est une des pistes que l'on souhaiterait mettre en place. Pour l'instant, ça demande beaucoup de réglementation, encore une fois, donc ça ne se met pas en place rapidement parce qu'un centre de formation interne, c'est beaucoup de structuration réglementaire. Sophie, est-ce que vous avez des recommandations particulières que vous mettez déjà peut-être en place dans votre structure? Alors nous, effectivement, on a un centre de formation, donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que l'axe principal reste autour de la formation et de l'accompagnement d'un parcours de carrière, en fait, hein, qui soit alimenté tous les ans et qui ne soit pas juste de temps en temps quand le besoin arrive. Et nous, on essaye aussi de mettre en place plutôt des formules de tutorat pour pouvoir mixer les compétences, pouvoir accompagner les gens, pour rendre en fait tout le monde sur le même niveau d'intelligence et de compréhension de ce qui est attendu, et je pense que ça c'est assez essentiel. L'idée derrière, c'est effectivement de sécuriser l'organisation et de ne pas avoir non plus des compétences très précises dans la tête d'une seule personne, parce que ça crée des tensions et voilà, c'est vraiment, ça met en risque l'organisation. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser l'organisation à travers plutôt de la polyvalence. Très bien. Les autres, qu'est-ce que… Arnaud, vous aviez levé la main, puis rebaissé. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Je vais baisser parce que ça a été dit. Farid et Hervé, je pense qu'ils ont un certain nombre de choses à nous dire sur ces sujets-là, sur l'optimisation des compétences, sur le fait d'aller chercher toujours plus de formation continue, peut-être d'avoir une double ou une triple compétence. Je vous laisse la parole, Farid. Oui, en effet, je m'associe à ce qui a déjà été dit. Et en ce qui concerne les profils recherchés, c'est vrai qu'une double compétence ou une triple compétence, on va dire, est très appréciable, parce que travailler dans l'industrie du dispositif, notamment avec toutes ces nouvelles réglementations, le règlement européen, etc., ça dénote en effet de bien connaître en effet la technique, mais aussi de s'intégrer dans l'équipe globale. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est nécessaire en effet de rechercher ces doubles profils, clinicien, pharmacien, je donne quelques exemples, rédacteur ou chef de projet. Vous avez aussi des infirmières reconverties. Ce n'est pas le but, en effet, de ces infirmières, mais parfois elles se reconvertissent en attachées de recherche clinique. Moi, je parle de l'évaluation, ou technicienne d'essai clinique, parce que la guerre le maître mot dans l'évaluation clinique, c'est la data generation, c'est-à-dire qu'il faut avoir des data, et là, ce n'est pas évident.
d'avoir des datas, rétrospectives ou prospectives, voilà. Et puis, conseillers techniques ou scientifiques, même pour ces profils. Les ingénieurs du dispositif médicaux que forment certaines facultés ou écoles en France peuvent se reconvertir dans les ou suivre une évolution dans les opérations cliniques. On voit de plus en plus des DU d'affaires cliniques, sans nommer cette école dans l'Est de la France, qui forme en effet ces futurs cadres. Il est important aussi que toutes ces fonctions dédiées au développement clinique, préclinique, ne l'oublions pas, et clinique, se comprennent entre elles. Ça, c'est fondamental et communiquent en amont avec toutes les équipes de développement, de R&D, et notamment les ingénieurs de recherche et développement. Ça, c'est très, très important pour construire justement les dossiers techniques qui relèvent plus, on va dire, de l'amont, de l'ingénieur de recherche et développement, et avec, en effet, toutes les personnes de la préclinique et de la clinique, parce qu'il faut envisager dès le départ, dès le dossier technique, dès le dossier, dès le Clinical Evaluation Report, le plan, le PMS, le plan post-market et le suivi de la performance et de la sécurité. Et ça, c'est très important qu'on ait des personnes qui communiquent entre elles et qui se comprennent par rapport aux aspects techniques pour anticiper, en effet, un certain nombre de paramètres. Alors, en ce qui concerne les partenaires, oui, Farid, je vais juste donner la parole à Hervé, puisqu'il faudra qu'on nous garde un peu de temps pour que vous puissiez répondre aux différentes questions qui vous seront posées. Hervé, vous souhaitiez conclure sur ce sujet-là? Merci Antoine. Non, je vais être très bref. En fait, tout a été dit. Simplement, je voudrais juste ajouter que un des éléments dans le DM qui est assez prépondérant et qui rejoint la formation, je vais aller plus loin, et quel que soit le profil de la personne, c'est les certifications. La question de la certification est importante. On a ce process en place dans l'entreprise. J'avais vécu dans mes différents parcours des certifications sur les dispositifs. Le domaine dans lequel je suis, neurovasculaire, aujourd'hui va plus loin. C'est un domaine qui est très complexe, comme beaucoup d'autres, mais il amène une dimension anatomique et pathologie peut-être encore un peu différente, qui est extrêmement complexe à embrasser. Et la certification n'est pas uniquement sur dispositif, bien sûr, elle conduit à être certifiée pour accompagner les médecins. Notre rôle est prépondérable dans l'accompagnement du médecin en salle, directement en salle, avec tous les respects de la réglementation, mais on doit avoir une connaissance parfaite de la pathologie, de l'anatomie et du dispositif pour être toujours collé aux conseils et recommandations avec le médecin pendant l'intervention. Donc la certification est aussi un moyen d'élever les compétences des employés, et puis c'est extrêmement gratifiant en plus. Donc tout le monde y trouve son intérêt. L'entreprise, l'employé, mais surtout le médecin et le patient qui est sur la table. Merci Hervé pour ces quelques mots. Avant de passer aux questions-réponses, j'aurais une dernière question pour vous. Finalement, on voit qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui travaillent dans notre industrie. Selon vous, et ça c'est une question pour vous tous, comment est-ce qu'on pourrait rendre cette industrie plus attractive ces prochaines années et finalement trouver peut-être plus facilement de jeunes ingénieurs, que ce soit en production, en qualité ou en réglementaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a certainement de très bonnes idées. Je trouve que le domaine du DM est déjà très attractif. C'est un domaine qui intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de personnes, la pharma par exemple, souhaitent venir dans le DM ou le DMI. Il est très attractif parce que pour moi, il y a deux piliers. Le premier pilier, il est sur la dimension technologique des dispositifs. Farid le signalait tout à l'heure. Les produits sont de plus en plus complexes, avec des coatings, avec différentes composantes technologiques. Et le deuxième pilier, bien sûr, c'est sauver des vies, c'est aller pour traiter des patients, traiter une pathologie et tout de suite amener un résultat. On le voit, le patient arrive avec une pathologie, il ressort après l'intervention, il est soigné, il est guéri, il y a une amélioration, bref. Donc, il y a un rendu immédiat qui est très palpable. Donc, ce domaine est très attractif. Ce que je vois, moi, vu de mon prisme de la vente, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop en rajouter non plus. Je rejoins la sécurité pour le patient et l'efficacité des devices, c'est complètement nécessaire. Mais nous, on est en bout de chaîne, si je puis dire, on est en contact avec le médecin et ça fait beaucoup de choses à intégrer. Le risque, un des challenges que je vois, c'est de garder la motivation des équipes de vente à être sur leur cœur de métier
vendre avec tout ce que j'ai pu exposer précédemment, tout en bien sûr en intégrant ces nouvelles données, mais il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre qui s'opère, donc garder cet équilibre qui fait l'essence même de notre métier, qui est le métier de la vente. Et pour ça, je pense que c'est la gestion des carrières, alors les RH, les managers ou les top managers dans les entreprises doivent être très vigilants à cultiver en fait cette dimension-là. Merci beaucoup Hervé. Je vois qu'Arnaud veut dire quelque chose là depuis quelques minutes, donc je lui laisse la parole. Oui, le domaine des dispositifs médicaux est de plus en plus attractif en ce moment, déjà parce qu'on voit il y a une certaine tension au niveau du marché sur les carrières, et qui dit tension dit aussi augmentation de salaire. On en a pas parlé, mais c'est important quand même de le dire. Et donc, du coup, de facto, forcément, les salaires augmentent, même si, bien sûr, je ne veux pas me faire attaquer par les RH, mais on a toujours tendance à ne pas vouloir que ça augmente de trop non plus pour les entreprises. Mais voilà, donc du coup, ça devient plus important déjà par rapport au salaire. De deux, il y a de plus en plus d'expertise aussi qui sont demandées. Et donc, c'est assez intéressant pour les personnes de pouvoir voir qu'avant, les dispositifs médicaux, on ne demandait quand même pas grand-chose dessus. C'était assez libre, etc. Ce qui a amené les entreprises à pouvoir se lancer aussi dedans. Maintenant, on demande de plus en plus de complexité au niveau des process, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de formations, il y a de plus en plus de formations qui se font. Continuer à essayer d'accompagner les fameux DU, que ce soit en intervenant auprès de ces DU ou aussi en faisant la promotion, mine de rien. Ça va permettre aussi d'augmenter le nombre de personnes qui pourraient être sensibilisées au niveau des dispositifs médicaux. Avoir des diplômes par rapport à ces postes aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, moi, c'est ma recommandation pour augmenter la... Merci Arnaud, c'est de très bonnes recommandations. Farid aimerait donner son avis, je pense, sur le principe de l'alternance qui doit être mis en avant dans cette industrie. Oui, tout à fait. En effet, je voudrais parler de l'alternance et peut-être nous avons des spécialistes de la question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de jeunes, et ça vous le savez, dans les écoles, dans les universités, qui s'intéressent en effet au domaine de la santé. Et comme l'a dit Hervé, c'est après tout sauver. Et nous, industrie de santé, il ne faut pas l'oublier, on ne le dit pas assez, nous participons à cet effort de santé publique, en plus des professionnels de santé. Donc, c'est une cause noble. Et l'alternance est quelque chose à développer. Alors, beaucoup de nos entreprises, et peut-être plus le pharma que le device, moi j'en ai fait l'expérience, j'ai recruté des jeunes en stage et en alternance pour occuper des postes d'attachés de recherche clinique. Voilà, et ça a très très bien marché. Ils nous ont apporté beaucoup par leur expérience, leur expérience acquise à l'université et les cours, les notions techniques qu'ils ont pu apprendre de leurs professeurs. Donc, ça a été un plus. Vous voyez, donc développer aussi les partenariats entre nos associations professionnelles et les universités. J'entends par là le CITEM et les facultés. Le rôle des technopoles de région aussi. Je trouve que personnellement, je ne les vois pas beaucoup s'impliquer à ce niveau-là. Les génopoles qui existent dans les régions, l'Est de la France, la région Île-de-France, l'Ouest, le Sud, etc. Vraiment travailler et vraiment aider tous ces jeunes qui ne veulent que travailler dans notre secteur d'activité et les pousser vers le haut par la formation des plus expérimentés, etc. Je crois qu'on arrivera à des résultats intéressants dans les prochaines années, en tout cas. Merci beaucoup Farid. Je vais laisser Thomas terminer sur un sondage qui nous permettra de voir un petit peu ce que pense l'auditoire par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce qu'on a des chances d'y arriver? Est-ce qu'on a raison d'être optimiste? Thomas, vas-y, tu peux y aller. Oui, tout à fait. Donc, dernier sondage. Donc, selon vous, les entreprises françaises UDM disposent-elles aujourd'hui des moyens nécessaires pour faire face à l'évolution des compétences recherchées? Donc, on vous laisse quelques secondes. Vous avez l'habitude maintenant. Ah, là, je vois que c'est un combat entre le oui et le non. On vous laisse encore quelques secondes.
Alors, vous voyez, j'espère que vous voyez les résultats, partagé. très partagé, donc très mitigé. Donc, 51% de non pour 49% de oui. La preuve que voilà, ce débat nous a permis d'éclairer toute la problématique. On ne sait pas aujourd'hui exactement où nous en sommes et on peut très bien penser qu'on est à jour sur certains points et non pas sur d'autres. Après ce petit sondage, donc, je vous propose qu'on passe aux questions qu'on a reçues donc, de la part de notre audience du jour. Donc, alors, il y a eu plusieurs thématiques, donc je vais en sélectionner quelques-unes. Donc, une question, donc, on parle des difficultés à appliquer les nouvelles contraintes réglementaires rencontrées par de grands groupes ainsi que les TPE. Qu'en est-il des startups ? Quelles sont les problématiques liées aux startups selon vous, si vous avez suffisamment de recul par rapport à ça et des éléments pour répondre à cette personne? Alors, moi, je peux en parler au niveau des startups, puisque j'ai approché pas mal de sociétés de startups et j'ai discuté avec pas mal de dirigeants de ces sociétés. La grosse difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'il y a des besoins, encore une fois, d'expertise sur des domaines, de compétences. Qui dit demande de compétences et d'expertise demande en fait des profils qui sont assez recherchés, donc assez coûteux, et malheureusement les startups n'ont pas forcément un niveau budgétaire suffisant pour pouvoir recruter ces personnes. Donc ce qu'ils font, c'est au mieux, c'est-à-dire recruter des personnes qui sont connaissantes et qu'il faudra forcément accompagner derrière par de la formation, mais c'est une grosse difficulté pour eux. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose rapide? Oui, Farid? Oui, très rapidement. Autant les startups ont le savoir-faire de la recherche et développement, donc très en amont, parce que ce sont souvent des ingénieurs ou des médecins-ingénieurs ou des physiciens, etc. Autant ils n'ont pas véritablement l'expertise de l'évaluation clinique, donc on va dire du développement industriel. Ils ont le développement pré-industriel et il leur manque l'expérience et la connaissance, on va dire, industrielle pour le passage sur le marché. D'accord, merci Farid. Temps oblige, je passe à la question suivante, une question qui nous a été posée également. Est-ce que vous constatez une hausse dans la recherche de profils dits hybrides, en prenant pour exemple un profil qui soit à la fois commercial et technique, par exemple? Donc la question à la fois RH et opérationnelle. Qui a quelque chose à dire par rapport à ça? Je peux encore… vas-y Hervé, vas-y. Vas-y, elle a été lancée. Les Arnaud. Sur les on va dire les compétences hybrides, c'est de plus en plus recherché. On voit qualité réglementaire, c'est de plus en plus en lien. On voit par exemple du réglementaire au niveau des investigations cliniques. On voit vraiment, je pense qu'on reviendra aussi sur la partie commerciale, on en a discuté où on leur demande aussi de plus en plus de côté réglementaire, un petit peu de qualité aussi, etc. Double, triple compétences. Donc oui, la question par rapport à ce côté hybride est vraiment présent. Il faut s'expertiser, mais aussi s'ouvrir à d'autres domaines pour pouvoir avoir ces doubles triples compétences, essayer de se former par soi-même, essayer de valider vos compétences, essayer d'aller faire des DU. C'est vraiment le maître mot, je pense, au niveau du règlement et du dispositif médical pour moi. Merci Arnaud. Et donc Hervé? Oui, merci pour la question de l'auditeur que je trouve très intéressante. Je trouve surtout le mot hybride extrêmement approprié. On est dans le monde de l'hybride aujourd'hui, pas uniquement dans les compétences, mais avec l'écologie et autres. Non, bien sûr que ça va complètement dans ce sens de rechercher des profils qui sortent de leur cœur de métier. En fait, le cœur de métier, c'est, je vais dire, c'est comme le bac à l'époque. Il fallait avoir le bac et on était déjà prêt à rentrer dans la vie active ou poursuivre sur des études. Aujourd'hui, il faut un bac +5, il faut continuer les formations, diplômantes ou des MBA. Donc voilà, il faut intégrer tous ces éléments en termes de compétences et ça fait des employés hybrides capables surtout de s'adapter et d'appréhender des sujets qu'ils ne connaissent pas encore, mais qui seront amenés à pouvoir traiter avec beaucoup d'expertise demain, que ce soit en interne ou en externe. Très bien, merci Hervé. Alors, Thomas, il nous reste 1 minute. Je pense que ce serait peut-être intéressant de poser la question sur je vois une question sur les salaires à nos DRH pour conclure. Je suis désolé, il y a plein de questions très, très intéressantes, mais on ne voudrait pas non plus bloquer les gens. Donc, vas-y Thomas. Oui, alors la question des salaires, il y en a plusieurs Antoine. Donc, tu pensais à laquelle?
Celle qui se demande finalement si l'évolution de la recherche, de la pénurie des compétences a fait que les personnes ont été de plus en plus gourmands et exigeants vis-à-vis de leur demande de rémunération. Sophie et Anne, qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ça? Oui, c'est à chaque fois le cas des déséquilibres de marché entre l'offre et la demande et des pénuries de profils. C'est pas uniquement dans ces profils liés au dispositif médical, ça arrive à chaque fois. Forcément, la pénurie crée des augmentations d'exigences au niveau des salaires, mais pas que. Dans le package salarial, il y a bien d'autres choses et aussi au niveau des avantages, au niveau de ce qu'ils peuvent trouver pour intérêt personnel en fait dans l'organisation du travail. Enfin, ça devient assez complexe et très individualisé. Donc, la difficulté, effectivement, est de garder quand même de l'équité au niveau de l'entreprise, de l'équipe, du service et de ne pas accéder à toutes les exigences. Voilà. Merci Sophie. Je vois qu'il est 14 h, je vois qu'il y a encore plein de questions intéressantes. Je vous propose de les noter et on les donnera à nos experts. On vous fera un petit compte rendu. Je pense que c'est la meilleure solution puisqu'il est déjà 14 h, le temps passe vite. Thomas, je te laisse la parole pour conclure. Tout à fait. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence et pour la qualité de nos échanges de ce jour. Donc, j'espère que vous avez tous passé un bon moment à nos côtés. Comme toujours, je tiens à remercier donc toutes les personnes qui ont été impliquées dans la réalisation de ce webinaire. Je pense à Claire Bonenfant, la directrice d'Esui France, notre collègue de RIL, Sherazade Boiris, ainsi que Paul Boileau-Cerneux et Laurie Guillaume de notre service marketing. Il me reste donc à vous souhaiter un bon après-midi, une excellente fin de semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre le débat du jour. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à très bientôt.